7TV, mesdames et messieurs, il est 13h. Bonjour, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, le dialogue national pour commencer ouvert mercredi dernier. Il se poursuit et les premiers résultats ont été produits. Jusque-là, 4 points d'accord ont été relevés et autant de désaccords. Les détails en début de ce journal. Et puis, litige fiscal, Woodside Energy a saisi la Cour internationale contre l'État du Sénégal selon Reuters. Un recours à l'arbitrage international qui fait suite à une première action en justice engagée par la compagnie pétrolière devant les tribunaux sénégalais. C'était en août 2023. Et pour terminer, situation difficile de la presse sénégalaise. L'État va-t-il continuer à rester impassible? C'est bien la question que l'appel se pose dans une correspondance adressée aux dirigeants en place. Il liste les mots et les invite à y donner de l'attention. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Les travaux du dialogue national se poursuivent donc jusque-là. Les accords concernent le bulletin unique, le vote des personnes en détention préventive, l'organisation d'un débat télévisé pour les 2 candidats qualifiés au second tour de la présidentielle, entre autres. Mais il y a également des points de désaccord. Les discussions butent notamment sur le mode de désignation du chef de l'opposition, la suppression de l'article 80, le cumul de mandats ou encore la nature du régime. Momar Cissé pour les détails. Le dialogue national ouvert le 28 mai sous la houlette de Bassirou Diomaye Faye se poursuit, mais avec les travaux de différentes commissions. Des informations livrées par les médias font état d'accords et de désaccords. Les différentes parties auraient trouvé un consensus sur plusieurs aspects. Parmi ceux-ci, l'adoption du bulletin unique sous réserve des études de faisabilité. Toujours d'après les informations, un accord a été trouvé pour le vote des personnes en détention qui ne sont pas encore condamnées définitivement. L'opposition et le pouvoir sont tombés d'accord sur ce point de principe. Il appartiendra aux autorités compétentes de voir comment cette mesure pourra être mise en œuvre. Les dialogueurs ont également trouvé un terrain d'entente sur l'organisation d'un débat programmatique pour les candidats qualifiés au second tour de l'élection présidentielle. Concernant la durée de la campagne électorale, certains souhaitaient la réduire, mais les différentes parties ont finalement estimé qu'il n'était pas nécessaire de revenir sur les 3 semaines actuellement prévues. Par ailleurs, l'opposition a réclamé un audit du fichier électoral, une exigence qui a été notée parmi les recommandations importantes. Le point d'achoppement majeur est l'article 80 du Code pénal. L'ensemble de l'opposition a voté pour sa suppression. En revanche, le pouvoir y a opposé un veto. Sur la question du cumul de mandats, le parti passif s'est montré clair. Il refuse toute possibilité de cumul. Concernant la désignation du chef de l'opposition, toutes les formations politiques présentes au dialogue ont proposé que ce soit le candidat arrivé 2e à l'élection présidentielle qui endosse ce rôle. C'est le Parti démocratique sénégalais, le PDS, a exprimé son désaccord. Et à propos de la nature du régime, l'opposition, à la différence de PASTEF, ne veut pas entendre parler de changement. Pendant ce temps, le député Thierno Alassane Sall interpelle le gouvernement sur la gestion des 1694 milliards de francs CFA mobilisés entre janvier et mai 2025. Il demande des explications détaillées sur l'utilisation de ces fonds. Il soulève également des préoccupations sur la transparence et l'efficacité de la gestion de la dette publique. Bien sûr, nous reviendrons très prochainement sur cette information en détail. En attendant, très rapidement, le rapport 2024 de la CENTIF, la cellule nationale de traitement des informations financières, qui a donc publié son rapport d'activité pour l'année 2024. Ce document qui fait état d'une augmentation des déclarations d'opérations suspectes qui passent de 807 en 2023 à 928 en 2024, soit une hausse de 15%. La répartition des déclarations en 2024 est la suivante: banques et établissements financiers 769, soit 82,87%. Les systèmes financiers décentralisés 59, soit 6,36%. Et les établissements de monnaie électronique qui viennent avec 44, soit 4,74%. Dans le cas d'indices graves et concordants de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de prolifération des armes de destruction massive, la CENTIF est chargée de transmettre ses conclusions au procureur de la République financier. Néanmoins, le rapport ne précise pas le nombre de dossiers transmis à la justice.
Et puis, nouveau rebondissement dans l'affaire opposant Woodside Energy à l'État du Sénégal. Le principal opérateur du champ pétrolier et gazier de Sangomar a déposé une plainte contre le gouvernement auprès du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements. D'après l'agence de presse Reuters, la plainte intervient dans le cadre d'un différend fiscal persistant entre les deux parties. La somme est estimée à 41 milliards de francs CFA du Mumbai. C'est l'agence de presse Reuters qui a véhiculé l'information sans donner de précision. Dans le communiqué relayé, il est juste mentionné que le groupe australien Woodside Energy, principal opérateur du champ pétrolier offshore de Sangomar, a engagé une procédure d'arbitrage international contre la République du Sénégal auprès du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, CIRDI, relevant du groupe de la Banque mondiale. Mais tout laisse croire qu'il s'agit d'une nouvelle étape franchie par le géant australien dans l'affaire fiscale l'opposant à l'État du Sénégal. Le litige remonte à quelques mois. En 2024, l'administration fiscale sénégalaise avait adressé au groupe une notification de redressement estimée à 41 milliards de francs CFA, soit environ 62,5 millions d'euros. Cette somme portait principalement sur le traitement fiscal des dividendes et sur les contrats de sous-traitance liés au projet Sangomar. Woodside avait radicalement contesté cette décision en déposant un recours en justice devant le tribunal de grande instance de Dakar en août dernier, niant toute irrégularité et affirmant avoir respecté scrupuleusement les termes du contrat et la législation fiscale nationale. Une procédure qui s'est soldée par un échec. La plainte enregistrée le 30 mai dernier désigne spécifiquement le ministère sénégalais du pétrole et des énergies comme partie adverse. Cette nouvelle tournure dans l'affaire risque d'enflammer les tensions autour de la gestion des ressources pétrolières et gazières. Woodside Energy détient une participation majoritaire de 82% dans le projet Sangomar. Les questions de finances, toujours, nous le disions tantôt, le député Thierno Alassane Sall interpelle le gouvernement sur la gestion des 694 milliards de francs CFA mobilisés entre janvier et mai 2025. Il demande des explications détaillées sur l'utilisation de ces fonds. Il soulève également des préoccupations sur la transparence et l'efficacité de la gestion de la dette publique. Dans sa correspondance, le député note 31 émissions de bons assimilables du Trésor court terme et 39 émissions d'obligations assimilables du Trésor long terme, dénonçant ainsi une politique privilégiant le financement des dépenses courantes au détriment des investissements durables. Selon l'élu, entre janvier et mai 2025, le gouvernement a réalisé 35 émissions mobilisant 960 milliards de francs CFA, soit plus que sur toute l'année 2024, avec un pic record de 499,9 milliards de francs CFA en mai seulement. Thierno Alassane Sall dénonce une forte utilisation d'emprunts à moyen et long terme pour financer des dépenses courantes dans des conditions financières défavorables qui augmentent selon lui les risques budgétaires. L'opposant demande des précisions sur le montant et la nature de la dette publique depuis début 2024, ainsi que sur les créanciers concernés. Il s'interroge par ailleurs sur les raisons d'avoir privilégié des emprunts coûteux et à court terme, alors que des financements plus avantageux existent, et exige des informations sur l'usage des fonds levés. L'ancien ministre de l'Énergie exhorte le gouvernement à prendre des mesures visant à maîtriser l'endettement, garantir sa viabilité et renforcer la transparence des finances publiques. Et puis crise dans le secteur des médias. Le président de l'association des éditeurs et professionnels de la presse en ligne a présenté une lettre au duo Diomaye-Sonko. Dans cette correspondance, Ibrahima Lissafay revient notamment sur les difficultés que traverse le secteur et invite les dirigeants en place à y donner plus d'attention qu'à Cissé. L'État va-t-il continuer à rester impassible face à la situation catastrophique de la presse sénégalaise? Une question du président de l'Association des éditeurs et professionnels de la presse en ligne, adressée au président de la République du Sénégal et à son premier ministre. À en croire Ibrahima Lissafay, des mesures iniques et inappropriées prises par le gouvernement du Sénégal ont mis en péril non seulement la survie économique des entreprises de presse, la dignité, l'indépendance et le professionnalisme de ces
travailleurs, mais également la liberté d'information qui constitue un pilier fondamental de notre démocratie. Le président de l'appel de rappeler dans cette lettre les instructions claires données en Conseil des ministres du 7 mai 2025 et en août dernier par le président de la République pour qu'une attention particulière soit portée à la situation de la presse. Rien n'est jusque-là fait et pire encore, nous constatons une absence totale de volonté de notre tutelle d'ouvrir un dialogue constructif, lance le journaliste. Au-delà des considérations institutionnelles, la lettre évoque également ces hommes et femmes des médias qui sont dans un désarroi total en cette veille de Tabaski, sans compter les autres difficultés familiales liées à leur précarité. À Bassirou Diomaye Faye et à Ousmane Sonko, le président de l'appel rappelle que la presse professionnelle incarne une part essentielle de la souveraineté nationale. Face à cette situation qui ne peut plus perdurer, un appel solennel est ainsi lancé aux deux autorités, à savoir intervenir personnellement pour un dialogue constructif entre le gouvernement et les acteurs de la presse, mettre en place des mesures d'urgence pour soulager la détresse financière des entreprises de presse et de leurs employés, veiller à l'application effective des conclusions des Assises nationales de la presse. Ibrahim Adlissa Faye clôture sa lettre en ces termes. Préserver une presse crédible et professionnelle n'est pas seulement une question économique, c'est un impératif social et démocratique pour l'avenir du Sénégal. Et puis Tabaski, à 2025 à présent, les prix des denrées flambent dans les marchés à l'approche du jour J. Momar Ndao, président de l'association des consommateurs du Sénégal, tire la sonnette d'alarme. Il exhorte l'État à réguler les prix au détail, notamment ceux de l'oignon. À un peu plus de 96 heures de la fête de Tabaski, le moral n'est pas au beau fixe pour les consommateurs. Pouvoir d'achat en chute libre, contexte économique morose, Momar Ndao dresse un portrait pour l'illusion. Beaucoup de consommateurs aujourd'hui ont un pouvoir d'achat qui est vraiment très faible et n'arrivent pas à joindre les deux bouts. D'ailleurs, si vous regardez, l'affluence dans les marchés et les lieux de commerce est quand même beaucoup plus faible que les années précédentes. Bon, c'est un état général qui fait que le niveau de vie quand même a un peu baissé. S'y ajoute la hausse du prix de l'oignon et de la pomme de terre, aux grandes dames du président de l'association des consommateurs. Les prix étaient très bas à un moment donné parce que, en fait, il y avait une sorte de surproduction. Mais nous avons vu que depuis quelques jours, les choses commencent à bouger. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons que l'État doit prendre un arrêté pour fixer les prix au détail, pour éviter toute spéculation d'ici la fête. Excédés par cette mauvaise habitude, des producteurs en période de forte demande, Momar Ndao les interpelle en ces termes. L'État du Sénégal s'est résolument orienté vers la protection des producteurs. Donc si on ferme les frontières, mais les producteurs ne doivent pas profiter de cette situation pour augmenter les prix. Parce que là aussi, l'État interdit de vendre à perte, mais il interdit aussi de spéculer. Et nous invitons vraiment tous les producteurs à rester dans les limites donc raisonnables. Au même titre que l'État du Sénégal, l'ASCOSEN a mis en place des mécanismes de veille des prix édictés par les services de commerce. Nous reportons chaque jour les niveaux des prix. Et à chaque fois, nous sensibilisons donc les autorités pour qu'elles puissent prendre les dispositions nécessaires pour corriger un peu ces choses-là. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là que nous pensons qu'il faut mettre un arrêté. Pour un large champ d'action, l'implication de tous les consommateurs est préconisée par l'Association de défense des consommateurs. Omar Thiam, l'effervescence des préparatifs de la Tabaski se ressent déjà donc dans les marchés aux HLM. C'est la ruée vers les vêtements, notamment le prêt-à-porter, prisé cette année pour sa praticité et son coût abordable. Dans un contexte économique tendu, de nombreux Sénégalais font justement ce choix pour célébrer dignement la fête et ce sans se ruiner. En ce contexte de fête de Tabaski, c'est déjà l'engouement au niveau du marché HLM de Dakar. Si le mouton fait partie des priorités, l'habillement est aussi une nécessité pour une fête réussie selon plusieurs personnes. Ainsi, pour ce faire, certains préfèrent les prêt-à-porter pour des raisons multiples. C'est beaucoup moins cher quand on fait l'évaluation. Parfois, le tailleur peut être trop pris, donc c'est plus facile d'acheter du prêt-à-porter.
Certains vous disent que le contexte est très difficile, donc acheter du prêt-à-porter reste la meilleure option. 10 000 ou 12 000, S'habiller, se parer de ses plus beaux atours pour rendre la fête inoubliable. Mais ici, selon ces commerçants, les choses ne sont plus comme avant. Le contexte est difficile. Année 2018, 19, 20. Oui, au début, nous vendions beaucoup. Tel n'est pas le cas aujourd'hui. Les choses sont devenues plus compliquées. Nous rendons grâce à Dieu. Nous avons souvent des commandes partout, il faut le dire. Il y a de la qualité vraiment avec les prêt-à-porter. De l'autre côté, les habits pour les tout petits sont aussi en vogue. Il en existe de tout genre, sauf que les clients se font rares. Les clients viennent les derniers jours, surtout quand ça tarde du côté des tailleurs. D'autres préfèrent acheter du prêt-à-porter pour les enfants. Ainsi, ces commerçants espèrent d'ici les jours à venir écouler leurs marchandises. Et puis très rapidement, nous revenons sur cette histoire d'homosexualité qui s'est prétendument passée à la mosquée de la Divinité. Les responsables de la mosquée néanmoins réfutent la version et affirment que rien ne s'est passé dans la mosquée, mais plutôt loin des alentours. Ils contestent alors les allégations de Jamra Matarbari pour les détails. Le comité de gestion de la mosquée de la Divinité apporte un démenti formel sur une supposée profanation du lieu de culte. En effet, un couple d'homosexuels aurait été surpris sur l'esplanade de la mosquée. Cette information, véhiculée par le vice-président de l'ONG Jamra, ne concerne en rien la mosquée de la Divinité, selon le dit comité. Nous avons entendu les rumeurs. Si c'était vrai, nous serions les premiers à être informés. Les choses se seraient déroulées loin de la mosquée, dont la surveillance est assurée en permanence. Après nos investigations, on a appris que cela s'est passé au rond-point Macky Sall. La distance qui sépare ces deux lieux est de 500 mètres. Pour cette publication, ils préfèrent donner le nom de la mosquée. Mais pour faire passer l'information, ils ont donné le nom de la mosquée de la Divinité. La sécurité est assurée aussi bien par le comité que par les pêcheurs. Les entreprises qui sont en bas aussi ont des gardiens. En plus, c'est un lieu touristique. On est là H24. Les responsables soupçonnent derrière ces allégations une volonté de ternir l'image de la mosquée de la Divinité. Non seulement citer le nom de la mosquée, mais afficher l'image de la mosquée. Ils ont cité le nom et affiché l'image de la mosquée. Nous connaissons tous le combat de Mame Mactar Gueye, mais nous ferons tout pour éviter cela à l'avenir. L'information avait également causé une onde de choc chez les riverains. On était sous le choc lorsque nous avons appris les rumeurs. C'est arrivé de l'autre côté. Je me demande pourquoi on cite le nom de la mosquée. Ces derniers veillent constamment au grain pour éviter les dérives du genre. Cette plage est différente des autres. Il y a rarement des cas de vol. Les pêcheurs sont bien organisés pour faire face aux personnes mal intentionnées. Après le démenti apporté par le comité, le khalife de la mosquée fera une déclaration dans les jours à venir pour plus de précision. Les questions diplomatiques pour terminer. Le Premier ministre Ousmane Sonko poursuit sa tournée dans la sous-région. Après la Côte d'Ivoire, c'était au tour de la Guinée-Conakry de Mamadi Doumbouya. Ousmane Sonko et son homologue se sont accordés à tisser un partenariat fructueux afin d'accélérer la croissance économique de leurs pays respectifs. Je suis venu discuter avec mon homologue sur les voies et moyens de faire un saut quantitatif et qualitatif, en mutualisant nos moyens, nos ressources, pour pouvoir ensemble et de manière complémentaire construire un développement partagé. Des ressources, nous en avons. On continue d'en découvrir par la grâce de Dieu. Elles ne sont toujours pas gérées au mieux des intérêts de nos États, mais en mutualisant nos efforts,
Et l'exemple le plus trivial, c'est la découverte de gaz au Sénégal et les réserves importantes de bauxite en Guinée. Évidemment, la jonction entre ces deux nous permet de créer, d'ajouter de la valeur à chacune de nos ressources et de gagner 100 fois plus que ce qu'on aurait dû gagner si on continue à les extraire et à les exporter bruts. Conformément aux recommandations de son Excellence le président Mamadi Doumbouya, qui après avoir béni nos travaux, nous avoir donné sa caution, nous a donné une recommandation, c'est d'évoluer dans la plus grande discrétion, de prendre le temps de bien cuisiner le plat et de le servir bien mûr pour que nos peuples respectifs de Guinée et du Sénégal puissent être bien servis. Et nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour, le renforcement de la coopération bilatérale entre Dakar et Conakry fait la une des journaux. Le Soleil indique que le Premier ministre Ousmane Sonko a effectué lundi une visite à Conakry, capitale de la Guinée, deuxième étape d'une tournée ouest-africaine qu'il a déjà menée en Côte d'Ivoire et qui doit prendre fin en Sierra Leone. Lors d'une séance de travail avec son homologue, il a surtout été question de renforcement des liens historiques, de la relance de la coopération bilatérale entre le Sénégal et la Guinée. Selon le journal, Ousmane Sonko a rassuré le Premier ministre guinéen avant de lui faire savoir que les Guinéens au Sénégal sont chez eux. Mais selon le quotidien, cette visite d'Ousmane Sonko en Côte d'Ivoire auprès de Laurent Gbagbo est loin de plaire à son rival Alassane Ouattara. Selon le journal, ce dernier juge le geste de très mauvais goût. Sonko se met Abidjan à dos, titre le journal qui fait dans le jeu de mots. S'il existe des mots pas très doux, c'est la sortie de Thierno Alassane Sall. Dans ce quotidien, à la question orale du député Alassane Sall, président du parti politique de la République des Valeurs sur la dette publique croissante du Sénégal. Thierno Alassane Sall demandait qu'on titre le journal. Ce quotidien indique que le député part en croisade contre l'endettement souscrit par le nouveau régime entre 2024 et 2025. Thierno Alassane Sall ahuri par le niveau d'endettement réel affiche à sa une Les Échos. Même son de cloche pour Walf Quotidien qui indique que le député Alassane Sall s'inquiète de l'accélération du recours à l'endettement. Le journal rappelle que dans cette lettre, Thierno Alassane Sall rappelle que le 1er janvier et 30 mai, le gouvernement a réalisé 36 émissions pour un montant de 960 milliards de francs CFA, ce qui surpasse les 734 milliards mobilisés en 2024. Enquête évoque le contentieux fiscal d'un montant de 41 milliards de francs CFA opposant l'État à Woodside Energy et qui a débouché sur une plainte de la société australienne auprès du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements. Selon l'AS, il existe un bras de fer entre Woodside et l'État du Sénégal. Le différend fiscal à l'arbitrage international. La tribune lui fait état de la lettre ouverte d'Ibrahima Lissa Faye au chef de l'État Bassirou Diomaye Faye sur les difficultés de la presse. L'État va-t-il continuer à rester impassible face à la situation catastrophique de la presse sénégalaise? C'est le journal qui reprend les propos d'Ibrahima Lissa Faye. Dans ce soir, c'est Ibrahima Lissa Faye qui crève l'abcès. Selon le journal, il n'y est pas allé de main morte. En sport, record sur les matchs amicaux des Lions, début d'une semaine chargée. Bonne lecture. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.